Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on voit quel est le signe qui montre que vous allez cartonner en langues anciennes. Et ce signe, ce n'est pas forcément celui que vous croyez. Mais avant, si vous êtes totalement débutant en latin et que vous souhaitez progresser dans cette langue, je vous conseille très vivement ma méthode gratuite. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages qui vous permettra de vous lancer dans l'apprentissage de cette langue et donc de lire vos 35 premières pages. Je vous fournis tout ce qu'il faut en termes de vocabulaire et de grammaire pour y parvenir. C'est un programme gratuit. Vous pouvez vous inscrire en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo. Donc, quel est le signe qui montre que vous allez cartonner en langues anciennes? Alors déjà, ce n'est pas si vous êtes bon en mathématiques ou en sciences, ce n'est pas si vous êtes plutôt un scientifique qu'un littéraire. Ça, on l'a cru pendant des années, on l'a cru dur comme fer. Pourquoi? Tout simplement parce que sur les bancs du lycée, en latin, on avait essentiellement des scientifiques. Je me souviens quand j'étais en terminale littéraire, j'étais le seul de ma classe à faire du latin et les autres, dans le groupe de latin, étaient des scientifiques. Et encore, je passais le plus clair de mon temps à dessiner avec un copain au fond de la classe. Bref, c'était pas une grande réussite. Mais si on y réfléchit un petit peu, pourquoi on avait essentiellement ce profil d'élève scientifique dans les cours de latin ou de grec de lycée? Tout simplement parce que cela était induit par la méthode d'enseignement. C'était une méthode qui se rapprochait beaucoup des sciences, où les langues anciennes étaient un peu vues comme une espèce de code à craquer, ou pour mieux le dire, comme une équation. C'est-à-dire que vraiment, il fallait être très rigoureux. Donc, on fait d'abord un premier repérage dans la phrase du verbe en rouge et puis du sujet en vert, du COD en bleu, puis les autres compléments, on va les souligner en noir, pourquoi pas. Et après, hein, on prend le dictionnaire et bien rigoureusement, on traduit chaque membre de phrase. Donc, ce qu'on avait essentiellement, c'était un enseignement non pas à lire du latin ou du grec sans dictionnaire, mais c'était un enseignement de la version pas à pas, phrase à phrase, et j'allais dire presque mot à mot. Et donc, ça convenait mieux à des profils scientifiques où il fallait effectivement hein, bien suivre, j'allais dire, le protocole, la démarche, etc., etc. Sauf que ce n'est pas parce que vous êtes scientifique que vous allez pouvoir lire en langues anciennes. On va être très clair. Que vous ayez été en section littéraire ou scientifique, que vous ayez eu un bac L ou un bac S, de toute façon, à l'issue du lycée, le résultat était globalement le même, c'est-à-dire que aucun élève n'était capable de lire du latin ou du grec de manière fluide sans dictionnaire. Ça, c'était à peu près de toute façon une constante. En fait, il semblerait donc plutôt que cette fréquentation des langues anciennes par les scientifiques ait plutôt été induite par cette manière, justement, cette approche un peu scientifique, entre guillemets, du latin et du grec. Non, le vrai signe qui montre que vous allez vraiment cartonner en langues anciennes, c'est si déjà vous avez à votre actif deux, trois, quatre langues vivantes que vous comprenez. Je ne dis pas forcément que vous parlez, tout simplement parce que les langues anciennes, on ne les apprend pas pour les parler. Dans la plupart des cas, on les apprend pour pouvoir les lire. Donc, ce n'est pas essentiel, à mon avis, de parler les langues anciennes. Souvent, on les parle pour les apprendre plutôt qu'on ne les apprend pour les parler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de parler latin ou de parler grec fait lui-même partie, et pourquoi pas, de la méthode d'apprentissage. Donc, ce qui va compter, c'est est-ce que vous êtes capable de lire ou d'écouter un certain nombre de langues vivantes. Si c'est le cas, je vous le dis franchement, vous avez toutes vos chances en langues anciennes. Vous prenez des profils tels que celui d'Irene Regini, par exemple, qui est vraiment la personne qui, actuellement, sur YouTube, est sans doute une des plus connues en latin. Irene Regini, elle est d'origine italienne, donc elle connaît bien l'italien, c'est sa langue maternelle. Elle comprend bien l'anglais aussi. Elle parle pas mal français du tout et peut-être qu'elle a encore d'autres langues à son actif que je ne connais pas. Mais voilà, c'est un profil de personne qui connaît plusieurs langues vivantes. Et vous prenez Luc Ranieri, celui qui est l'auteur de la chaîne Scorpio Martianus. Luc Ranieri, c'est aussi quelqu'un qui a un profil, peut-être pas de polyglotte, mais à mon avis, pas loin. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de langues vivantes différentes. Donc, si vous êtes bon en langue vivante, vous avez toutes vos chances en langues anciennes, à condition
que vous appreniez le latin ou le grec comme une langue vivante et non pas comme une espèce d'équation à résoudre, parce que c'est pas ça qui va vous aider, bien sûr. Si vous avez déjà appris plusieurs langues vivantes, vous savez à peu près quelles sont les méthodologies qui marchent ou en tout cas qui marchent pour vous et vous pouvez très bien vous en inspirer pour le latin et pour le grec. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que si vous ne connaissez pas de langue vivante à part votre langue maternelle, vous allez forcément échouer. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas parce que je dis que ceux qui sont bons en langue vivante ont toutes leurs chances en latin et en grec que l'inverse est forcément faux. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas encore bien en langue vivante, mais qui ont quand même toutes leurs chances en latin ou en grec. Attention, hein. Je suis en train de parler d'un signe qui montre que vous allez cartonner en langues anciennes et pas d'un signe qui montrerait que ceux qui ne l'ont pas vont se planter. C'est pas ce que je suis en train de dire, surtout pas. Comme fond d'écran pour cette vidéo, j'ai choisi Les Héroïdes d'Ovide. Alors, bon, Les Héroïdes, c'est un titre un petit peu sinistré parce que en français, la consonance de ce mot fait qu'on pense assez rapidement à une maladie un petit peu honteuse, un petit peu douloureuse, bon voilà, sur laquelle je ne vais pas m'attarder, ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Mais Les Héroïdes d'Ovide, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, sous-coté. C'est une œuvre poétique très intéressante que j'ai commencé à lire parce que cette année, elle est au programme de l'agrégation d'espagnol, et donc une agrégative d'espagnol qui prend option latin m'a demandé de la préparer à l'épreuve. Et c'est vrai que quand j'ai vu que c'était Ovide au programme, je me suis dit, tiens, ça doit être intéressant. Surtout que je ne connais pas spécialement les héroïdes. On connaît généralement plus les métamorphoses. Alors, de quoi ça parle, les héroïdes? Ce sont des lettres qui sont écrites en distique élégiaque. Donc, on est dans le registre de l'élégie. Et ces lettres sont écrites par des épouses ou par des amantes de héros mythologiques. Je n'ai pas encore tout lu, loin de là, mais il semblerait qu'elles écrivent ces lettres essentiellement pour se plaindre auprès de leur amant de l'absence de celui-ci. C'est assez logique. Si elles sont obligées de lui écrire une lettre, c'est qu'a priori, l'amant ou le mari n'est pas près d'elles et donc elles sont obligées de recourir tout simplement à l'échange épistolaire pour pouvoir s'adresser à lui. Et ça fait quelque chose d'assez étonnant parce que comme ce sont des héros mythologiques auxquels ces femmes s'adressent, par exemple, on a Pénélope qui s'adresse à Ulysse, c'est le début de la lettre qu'on a derrière moi. On a un mélange assez étonnant entre l'épopée et l'élégie. Et puis, on a les grands mythes qui sont revus, non pas du point de vue du héros, comme c'est souvent le cas, mais du point de vue de la femme ou de l'amante du héros, et ça fait un résultat assez étonnant là aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très original et souvent d'assez peu connu. Alors, ça demande bien sûr un bon niveau déjà en latin parce que c'est de la poésie et donc ça ne se lit pas aussi facilement que de la prose. Donc, forcément, ça demande quand même un petit entraînement. Si vous n'avez pas encore abordé la poésie, ce n'est peut-être pas par là qu'il faut commencer, mais en tout cas, gardez cette idée en stock parce que je suis sûr qu'un jour, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir aborder les héroïdes et vous verrez que c'est un texte assez intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous motive, j'espère qu'elle vous encourage, j'espère qu'elle vous donne envie de continuer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les langues vivantes que vous connaissez déjà ou que vous êtes en train d'apprendre. Et est-ce qu'éventuellement la méthodologie que vous avez utilisée pour apprendre ces langues vivantes vous est aussi utile pour les langues anciennes? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils.